J'avais rencontré Chloé il y a 2 ans lors d'une dégustation de vin dans le centre de Lyon. Je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans et je travaille comme data analyst pour une entreprise de la tech dans le quartier de la Pardieu. Elle avait 26 ans, gérait les campagnes sur les réseaux sociaux pour plusieurs bistrots locaux, et avait ce rire contagieux qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre passion commune pour la musique indé et nos virées nocturnes pour trouver à manger, passant des heures à parler de tout, des groupes méconnus aux meilleurs stands de street food asiatique du quartier de la Guillotière. Ces premiers mois semblaient si évidents. Nous passions nos samedis matins au marché de la Croix-Rousse, à acheter des ingrédients pour des brunchs élaborés que je cuisinais pendant qu'elle documentait tout pour son portfolio de photographie culinaire. Elle appréciait le fait que je me souvienne des petits détails, comme la façon dont elle aimait son latte au lait d'avoine ou comment elle demandait toujours des cornichons supplémentaires dans ses burgers. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui valorisait les mêmes choses que moi, une connexion sincère, des expériences partagées, l'envie de construire quelque chose de significatif ensemble. Après 8 mois d'aventure le week-end et de dîner tranquille en semaine, nous avons emménagé ensemble. Mon appartement sur les pentes de la Croix-Rousse avait assez de place pour son matériel de photographie, et elle adorait la vue sur la presqu'île depuis la fenêtre de la chambre. Tout semblait parfait jusqu'à ce que je commence à remarquer à quel point elle changeait de comportement lorsqu'elle était avec son groupe d'amis. La première fois que j'ai rencontré ses copines de fac lors de la pendaison de crémaillère de Margot, j'ai immédiatement ressenti leur jugement. Margot, sa meilleure amie depuis la première année de fac, a fait un point d'honneur à me poser des questions sur mon boulot d'informaticien soi-disant ennuyeux tout en soulignant que Chloé avait l'habitude de sortir avec des profils plus créatifs. Ses autres amies, Camille, Léa et Juliette, semblaient me considérer comme une sorte de divertissement temporaire, faisant constamment référence à des blagues internes que je ne pouvais pas comprendre, et faisant des commentaires sur le fait que Chloé était plus amusante avant. Chloé s'excusait avec gêne lorsque je déclinais leurs invitations dans des boîtes de nuit bondées ou des bars à vin hors de prix où il était impossible de s'entendre parler. Je n'étais pas asocial. J'aimais les dîners entre amis, les soirées jeux de société, les petits rassemblements où les gens se parlent vraiment. Mais ses amis interprétaient ma préférence pour les interactions profondes plutôt que pour le chaos bruyant comme une sorte de défaut de caractère. Les commentaires passifs-agressifs ont commencé subtilement. Margot feignait la surprise lorsque Chloé se pointait seule à leurs apéros du jeudi soir, faisant des remarques piquantes sur le fait que ça devait être sympa d'avoir un mec qui contrôle ton emploi du temps social. J'ai essayé d'aborder le sujet directement une fois lors d'un dîner de groupe où la conversation tournait sans cesse autour des relations et de l'importance pour les partenaires de soutenir l'indépendance de l'autre. Quand j'ai mentionné que les couples devaient absolument conserver leurs amitiés individuelles tout en construisant quelque chose ensemble, Margot a répondu que les actes valaient mieux que les mots. Chloé m'a serré la main sous la table mais ne m'a pas défendu. Ce silence en disait long sur sa loyauté et sur ce à quoi j'étais réellement confronté. Le vrai problème n'était pas ma personnalité. C'était que je perturbais leur dynamique. Ce groupe d'amis était inséparable depuis la fac, passant tout leur week-end ensemble, partant en vacances en groupe, prenant des décisions collectives sur tout, des choix de carrière aux fréquentations amoureuses. Elle s'était habituée à avoir Chloé à disposition quand elle le voulait, et une relation sérieuse menaçait cet arrangement. Après les événements mondains avec elle, Chloé a commencé à s'excuser pour mon comportement. Elle suggérait que les filles me trouvaient distant et que je pourrais peut-être faire un effort pour participer plus la prochaine fois. Quand je lui faisais remarquer que j'avais passé des heures à les interroger sur leurs projets professionnels et à écouter Camille se plaindre de sa vie amoureuse, Chloé insistait sur le fait que j'avais l'air de ne pas vouloir être là. Elle n'avait pas tort sur ce dernier point, mais je continuais d'essayer parce que Chloé comptait pour moi. Le point de rupture est survenu lors d'une soirée jeu chez Léa. J'avais apporté un jeu de plateau de stratégie qui, je pensais, plairait à tout le monde, quelque chose qui encouragerait une vraie conversation et de l'interaction. Au lieu de ça, elles ont passé la soirée sur leur téléphone, jouant sans conviction tout en discutant de gens que je ne connaissais pas et d'événements auxquels je n'avais pas assisté. Juliette s'est plainte que le jeu était trop compliqué pour une partie détendue, tandis que Margot a fait des commentaires acerbes sur mon parcours dans la tech et ma tendance à vouloir tout optimiser. J'ai réalisé à ce moment-là que rien de ce que je ferais ne serait jamais assez bien pour elle. Si j'étais silencieux, j'étais distant. Si je participais, j'en faisais trop. Si j'organisais des activités, j'étais contrôlant. Si je les laissais organiser, je m'en foutais. Elles avaient décidé que je n'avais pas ma place, et chaque interaction était filtrée par ce jugement prédéterminé. Le trajet en voiture pour rentrer a été tendu. Chloé serrait le volant plus fort que nécessaire,
la mâchoire crispée, ce qui signifiait qu'elle préparait le terrain pour une dispute. Elle a fini par me dire que ses amis pensaient que je ne les aimais pas, et que je pourrais peut-être faire plus d'efforts pour m'intégrer et leur montrer que je me souciais de ce qui comptait pour elle. Je lui ai fait remarquer que ce qui devait compter pour elle, c'était notre relation, pas leur approbation. Mais elle insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'approbation. Il s'agissait de faire partie de sa vie. Je voyais bien ce qui se passait en réalité, pourtant. Ses amis avaient créé une dynamique nous contre lui, et elle commençait à choisir son camp. La femme dont le visage s'illuminait quand j'entrais dans une pièce s'excusait désormais de mon existence auprès de personnes qui ne m'avaient jamais donné une chance équitable. Ce soir-là, allongé dans le lit pendant qu'elle faisait défiler les messages du groupe sur la soirée, j'ai réalisé que notre relation était évaluée par un comité, et que le comité avait déjà rendu son verdict. La confrontation finale a eu lieu 3 semaines plus tard, lorsque Margot a invité tout le monde pour fêter son anniversaire dans un bar en rooftop très branché du quartier de la Confluence. L'entrée coûtait 40 €, les cocktails commençaient à 18 €, et la musique était si forte qu'il était impossible de discuter. J'ai poliment décliné, suggérant que Chloé et moi pourrions inviter Margot à dîner dans un bon restaurant le week-end suivant à la place. Chloé a explosé, m'accusant de ne jamais vouloir rien faire avec ses amis et d'avoir toujours des excuses sur le bruit, la foule ou le prix. Quand je lui ai expliqué que je n'aimais sincèrement pas dépenser l'argent pour lequel je travaillais dur juste pour rester plantée là à crier par-dessus la musique pendant que ses amis m'ignoraient, elle a prétendu qu'elle ne m'ignorait pas et que c'était moi qui ne faisais aucun effort. Je lui ai demandé à quand remontait la dernière fois que l'une d'entre elles s'était intéressée à ma vie, à mon travail ou à quoi que ce soit qui comptait pour moi. Elle n'a pas su quoi répondre. Puis est venue la révélation qui a brisé tout ce que je croyais savoir sur notre relation. Chloé a avoué que c'était exactement ce que ses amis avaient prédit, qu'elle l'avait prévenu que j'essaierais de l'isoler d'elle. Quand je lui ai fait remarquer que je ne lui avais jamais demandé de ne plus les voir, mais que je refusais juste de faire semblant d'aimer être traité comme un invité indésirable, elle a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang. Margot avait enregistré certaines de nos conversations, pas seulement en les entendant par hasard, mais en enregistrant activement des extraits audio quand j'appelais ou envoyais des messages pendant que Chloé traînait avec elle. Elle avait analysé le choix de mes mots pour monter un dossier sur mon style de communication soi-disant manipulateur. Un simple message suggérant d'aller dîner ensemble au lieu d'aller dans un bar à 20 € de prix avait été recadré comme une preuve que j'essayais de faire culpabiliser Chloé de les choisir à ma place. L'ampleur de cette violation de l'intimité est lentement devenue claire lorsque Chloé m'a expliqué comment Margot l'avait convaincue que mes tournures de phrases étaient conçues pour être possessives et dominantes. Chaque dîner tranquille que nous avions partagé, chaque invitation déclinée, chaque moment passé à construire notre relation avait été disséqué et recadré comme une preuve de ma nature manipulatrice. Pas étonnant que les amis de Chloé aient eu des opinions aussi tranchées sur notre relation. On les avait nourris d'un récit soigneusement mis en scène, conçu pour me faire passer pour un bourreau. J'ai essayé de faire comprendre à Chloé que les amis sont censés soutenir votre bonheur plutôt que de saboter vos relations. Mais elle avait déjà accepté leur version de la réalité. Selon le récit de Margot, j'étais le méchant qui essayait de voler Chloé à son système de soutien. Chaque SMS, chaque appel, chaque conversation banale avait été utilisée comme une arme contre moi par le biais de preuves secrètement enregistrées et sorties de leur contexte. Chloé défendait ce comportement en disant que ses amis veillaient sur ses intérêts, insistant sur le fait que c'est ce que font les amis. Quand je lui ai fait remarquer que les amis soutiennent ton bonheur au lieu de monter des dossiers contre ton copain, elle a rétorqué que c'était moi qui créais le conflit en refusant de m'intégrer à sa vie sociale. La conversation a révélé à quel point elle avait été programmée pour percevoir mes limites raisonnables comme des défauts de caractère. Après avoir connu ses amis depuis la fac et moi depuis seulement 2 ans, elle avait décidé que préserver ses amitiés était plus important que de rester dans une relation qui causait tant de conflits. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça. La tension constante, les disputes au sujet de chaque événement social, l'épuisement de devoir faire l'intermédiaire entre moi et des personnes qu'elle connaissait depuis près d'une décennie. Lorsqu'elle a dit que préserver ses amitiés était plus important que notre relation, il y a eu un déclic dans ma tête. Je lui ai dit que si l'approbation de Margot comptait plus que ce que nous avions construit ensemble, elle ferait mieux d'être avec des gens qui lui faisaient ressentir ça. Elle a eu l'air sincèrement surprise, comme si elle s'attendait à ce que je la supplie, que je négocie ou que je promette de changer ma personnalité fondamentale pour répondre à leurs attentes. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment inattendu de soulagement. Après des mois à avoir l'impression de devoir justifier mon existence à des gens qui avaient décidé de me détester avant même d'avoir appris à me connaître,
l'idée de partir ressemblait à une libération. Je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui avait déjà décidé que l'opinion de ses amis comptait plus que notre relation. Chloé m'a accusé de baisser les bras, de ne pas me battre pour ce que nous avions construit ensemble. Mais je lui ai fait remarquer que je ne baissais pas les bras. J'acceptais ce qu'elle venait de me dire. Ses amies étaient plus importantes que moi, et je respectais cette décision. Elle a attrapé ses clés et son téléphone, les larmes commençant à couler, et a annoncé qu'elle dormirait chez Margot ce soir-là pendant que nous prendrions tous les deux du recul pour réfléchir. Après son départ, je me suis assis dans notre appartement soudainement silencieux et j'ai réalisé à quel point j'avais accumulé de la tension pendant des mois. J'avais essayé d'être quelqu'un qui pourrait gagner l'approbation de ses amis, modérant ma personnalité, remettant en question chaque interaction, m'excusant pour des préférences et des limites qui étaient tout à fait raisonnables. Pour la première fois depuis des mois, j'ai profité d'une soirée paisible sans avoir à analyser si mes choix allaient être jugés par un comité. Mon téléphone a vibré toute la nuit avec des messages de Chloé, mais je ne les ai pas lus. Si elle avait fait son choix, c'était terminé entre nous. Je n'avais aucune envie d'être la roue de secours de quelqu'un en attendant que son groupe social principal décide de m'approuver à nouveau. Au matin, j'avais commencé à faire mes cartons, prêt à laisser derrière moi un appartement rempli de souvenirs et une relation qui était devenue un champ de bataille permanent. Si elle voulait choisir ses amis plutôt que notre relation, elle pouvait garder tout ce que nous avions partagé et tous les souvenirs qui allaient avec. J'avais fini de rivaliser avec des gens qui n'avaient jamais voulu que je gagne depuis le début. La femme qui m'avait appelé son filet de sécurité financier au lieu de son copain avait enfin mis ses priorités au clair. 2 jours plus tard, mon collègue Hugo m'a lâché une bombe qui a changé tout ce que je croyais savoir sur la situation. Nous prenions un café pendant notre pause déjeuner lorsqu'il a mentionné avoir vu quelque chose de troublant sur les réseaux sociaux. Sa copine Camille connaissait Margot par le biais de leur cours de pilates et avait été témoin d'un comportement qui révélait la véritable ampleur de ce qui se tramait. Margot avait fait écouter à des gens des enregistrements de Chloé et moi, affirmant qu'ils prouvaient que j'étais un malade du contrôle, mais Camille a dit que lorsqu'elle a entendu le contexte réel, cela ressemblait à des discussions de couple normales sorties de leur contexte. Hugo m'a montré des captures d'écran où Margot décrivait un enregistrement de moi censé exiger que Chloé rentre immédiatement à la maison, mais je me souvenais parfaitement de cette conversation. Chloé m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle ne se sentait pas bien lors de leur soirée au bar à vin, et j'avais proposé de passer la chercher si elle voulait partir plus tôt. La manipulation était si calculée que ça m'en a donné physiquement la nausée. Chaque message, chaque appel, chaque conversation banale avait été transformée en arme contre moi via des récits soigneusement montés pour me faire passer pour un manipulateur possessif. Margot montait ce dossier contre moi depuis des mois, utilisant des extraits modifiés et ses propres commentaires tordus sur ce que mes mots signifiaient vraiment. Pire encore, Hugo a révélé que Margot avait admis avoir fait la même chose avec les autres petits amis de Chloé. Elle avait tout un système pour saboter les relations qu'elle n'approuvait pas, enregistrant les conversations et montant des dossiers contre les hommes, utilisant les mêmes tactiques qu'elle avait déployées contre moi. Ce n'était pas une inquiétude spontanée pour son ami. C'était un schéma de manipulation délibéré qui durait depuis des années. Ce soir-là, j'ai décidé de confronter Chloé directement avec ce que j'avais découvert. Elle m'envoyait des messages depuis 2 jours, oscillant entre la colère et la confusion, clairement déchirée entre le fait que je lui manquais et le maintien de sa position selon laquelle ses amis avaient des raisons légitimes de s'inquiéter. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans ce café de la place des terreaux, là où nous avions eu notre première vraie conversation, l'ambiance ressemblait à une réunion d'affaires sur le point de mal tourner. Je lui ai dit que j'étais au courant pour les enregistrements, regardant son visage pâlir alors que j'expliquais comment Margot documentait secrètement nos conversations et diffusait des versions montées au groupe d'amis. Je lui ai montré les captures d'écran qu'Hugo m'avait envoyées, soulignant comment des interactions normales avaient été déformées pour devenir des preuves de manipulation et de contrôle. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois alors qu'elle assimilait cette information. Je l'ai regardé faire le lien. Toutes ces fois où Margot semblait connaître des détails sur notre relation que Chloé ne se souvenait pas d'avoir partagés. Toutes ces accusations étrangement précises sur des conversations que ses amis n'auraient pas pu surentendre. Lorsqu'elle a murmuré que Margot disait vouloir la protéger, j'ai demandé de quoi elle avait besoin d'être protégée, de quelqu'un qui voulait passer du temps avec elle, de quelqu'un qui la rendait heureuse avant qu'on ne la convainque du contraire. Chloé a longuement fixé les preuves. En assimilant cette nouvelle information, lorsqu'elle a finalement levé les yeux avec des larmes, elle a dit qu'elle devait poser la question à Margot à ce sujet. Je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait aucune question à poser. Elle avait la preuve sous les yeux.
Mais même confrontée à une manipulation documentée, Chloé accordait toujours à Margot le bénéfice du doute qu'elle ne m'avait jamais accordé. Elle a défendu ses 8 ans d'amitié contre l'évidence qui se trouvait devant elle, suggérant que Margot était peut-être juste inquiète et avait fait de mauvais choix. Quand je lui ai expliqué qu'enregistrer secrètement nos conversations privées pendant des mois et la convaincre que notre relation était toxique n'était pas de l'inquiétude, mais un sabotage systématique, elle n'a toujours pas pu se résoudre à accepter ce que les preuves montraient clairement. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes pendant qu'elle luttait entre ce qu'elle venait de découvrir et ce qu'elle voulait croire au sujet de personnes en qui elle avait confiance depuis près d'une décennie. Même lorsque je lui ai fait remarquer qu'aucun effort de ma part n'aurait pu surmonter une campagne orchestrée de manière aussi systématique contre moi, elle a continué à trouver des excuses à un comportement qui était manifestement manipulateur et malsain. Lorsqu'elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer cette information, je lui ai dit de prendre tout le temps dont elle avait besoin. Mais je lui ai aussi demandé de réfléchir à une question. Si Margot veillait vraiment sur ses intérêts, pourquoi avait-elle besoin de nous enregistrer secrètement et de mentir sur ce qu'elle avait entendu? Les preuves parlaient d'elles-mêmes, mais Chloé choisissait de rester volontairement aveugle à ce qu'elle révélait. Je l'ai laissée assise sur cette banquette, fixant du regard la preuve de la trahison de sa meilleure amie. Une partie de moi espérait qu'elle choisirait la vérité plutôt que la facilité, mais je ne retenais pas mon souffle. Après 2 ans à la regarder prioriser l'opinion de ses amis plutôt que notre relation, je savais où se situait sa loyauté. La femme qui pouvait rejeter des preuves documentées au profit de la loyauté m'avait déjà montré qui elle était vraiment. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire que Margot avait tout expliqué et que je déformais la situation pour me donner le beau rôle. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que notre relation était terminée et que j'avais esquivé une balle dont je n'avais même pas réalisé qu'elle me visait. Même confrontée à des preuves de manipulation, elle avait choisi la manipulatrice plutôt que la vérité. Le groupe d'amis avait créé une dynamique nous contre lui et si puissante que Chloé ne pouvait pas voir plus loin, même avec les preuves de la tromperie juste sous son nez. Elle l'avait convaincu que remettre en question leur comportement était une trahison, que choisir son copain plutôt que leur jugement collectif était une faiblesse. Au final, elle préférait croire à des mensonges confortables plutôt que d'affronter des vérités dérangeantes sur des personnes en qui elle avait confiance. 3 semaines après notre dernière conversation, Hugo m'a apporté des nouvelles qui ont révélé l'ampleur véritable de ce qui se passait. Sa copine Camille avait été témoin de quelque chose au cours de Pilate qui a changé tout ce que nous pensions savoir sur les motivations de Margot. Chloé avait trouvé chez Margot quelque chose qui exposait la vraie raison derrière ces années de sabotage amoureux. Margot avait laissé son ordinateur portable allumé dans l'appartement de Chloé, et cette dernière avait découvert un dossier rempli de lettres d'amour. Pas n'importe quelles lettres, des lettres que Margot avait écrites à Chloé, mais jamais envoyées, documentant des sentiments qui remontaient à 5 ans. Chaque petit ami que Chloé avait eu pendant cette période, Margot l'avait systématiquement détruit en utilisant les mêmes tactiques d'enregistrement qu'elle avait utilisées sur moi. Elle était amoureuse de Chloé depuis tout ce temps et ne supportait pas de la perdre au profit de relations amoureuses. La nature calculée de la chose était à couper le souffle. Alors que j'essayais de construire une vraie relation avec Chloé, Margot travaillait en coulisses pour la détruire, tout en maintenant la façade de la meilleure amie inquiète. Les lettres comprenaient des plans détaillés pour protéger Chloé des hommes qui n'étaient pas dignes d'elle, les entrées les plus récentes me mentionnant spécifiquement comme une menace pour leur amitié. Hugo m'a expliqué que les lettres décrivaient des stratégies pour faire voir à Chloé ma vraie nature, documentant les sentiments de Margot et son approche systématique pour éliminer toute concurrence pour l'attention et l'affection de Chloé. Il ne s'agissait pas de ma personnalité ou de ma compatibilité avec leur groupe d'amis. Il s'agissait d'éliminer tout rival romantique qui pourrait éloigner Chloé de quelqu'un qui était obsédé par elle depuis des années. Le schéma remontait à la fac et incluait des détails sur d'autres garçons avec qui Chloé était sortie, un prof nommé Thomas, dont Margot l'avait convaincu qu'il l'utilisait pour un soutien émotionnel, et un gars du marketing nommé Maxime. Qu'elle prétendait être financièrement irresponsable après avoir manipulé des situations pour le faire passer pour un flambeur. Chaque relation sérieuse que Chloé avait tentée, Margot avait trouvé le moyen de la saboter à travers des crises fabriquées et des preuves manipulées. J'ai repensé au passé amoureux de Chloé, à la façon dont elle décrivait toujours ses relations précédentes comme décevantes, comment les gars semblaient tous parfaits au début, mais révélaient ensuite des défauts de caractère inquiétants que ses amis l'avaient aidé à identifier. Maintenant, je comprenais qu'il ne s'agissait pas de défauts de caractère, mais de récits soigneusement construits, conçus pour mettre fin à des relations qui menaçaient la place de Margot dans la vie de Chloé. Selon Camille, lorsque Chloé a confronté Margot à propos des lettres,
elle a d'abord essayé de prétendre qu'il s'agissait juste de fantasmes, d'écriture créative sur laquelle elle n'avait jamais eu l'intention d'agir. Mais lorsqu'elle a été poussée dans ses retranchements concernant des incidents spécifiques avec les ex-petits amis de Chloé, des moments où elle avait été celle qui avait souligné leurs défauts ou créé des situations menant à des ruptures, Margot s'est complètement effondrée. Elle a admis qu'elle ne supportait pas de partager Chloé avec des partenaires amoureux et s'était convaincue qu'elle la protégeait d'hommes qui finiraient de toute façon par la blesser. Le groupe d'amis était devenu une arme involontaire dans la campagne de Margot pour isoler Chloé de l'amour romantique. Léa, Camille et Juliette n'avaient aucune idée des véritables motivations de Margot, mais elles avaient été influencées par ses récits pendant des années, croyant sincèrement qu'elles aidaient Chloé à éviter de mauvaises relations. Lorsque Chloé a essayé d'expliquer la situation au reste du groupe d'amis, elles se sont retournées contre elle pour avoir remis en question leur loyauté. Plutôt que d'examiner leur rôle dans des années de manipulation, elles ont préféré considérer Chloé comme le problème pour avoir osé défier leur jugement collectif. Elles ont révélé leur besoin toxique de contrôler sa vie personnelle plutôt que de soutenir son bonheur. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné avec le nom de Chloé pour la première fois en 3 semaines. Sa voix tremblait alors qu'elle essayait de me présenter ce qu'elle appelait les plus grandes excuses de sa vie. Elle a expliqué comment elle m'avait accusé de mentir lorsque je lui avais montré les preuves de la manipulation, choisissant de croire l'explication de Margot selon laquelle je déformais des captures d'écran et essayais de la monter contre ses amis. Elle avait trouvé les lettres par accident et découvert la documentation des sentiments et des plans visant à éliminer les hommes de sa vie pour que Margot puisse l'avoir pour elle toute seule. Les lettres me mentionnaient spécifiquement comme la plus grande menace que Margot ait jamais rencontrée parce que je rendais Chloé sincèrement heureuse. Elle était terrifiée à l'idée que Chloé me choisisse plutôt que le groupe d'amis. Alors, elle avait intensifié ses tactiques. Mais même avec cette révélation complète, je n'arrivais pas à envisager une réconciliation. Quand Chloé a demandé s'il y avait une chance que nous puissions réessayer, j'ai dû lui faire remarquer que même si Margot avait manipulé la situation, Chloé avait tout de même choisi de la croire elle plutôt que moi au moment où ça comptait le plus. Elle avait vu des preuves de la tromperie et avait décidé que je mentais à ce sujet. Le silence s'est prolongé entre nous, rempli de tout ce que nous avions perdu et de tout ce qui ne pouvait pas être réparé. Quand elle a murmuré qu'elle comprenait, j'ai réalisé qu'elle saisissait enfin que certains choix ne peuvent pas être annulés. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement silencieux et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Un soulagement d'avoir découvert que j'avais esquivé une balle bien plus grosse que je ne le réalisais. 2 mois après l'appel de confession de Chloé, ma vie avait trouvé un rythme que j'appréciais vraiment. J'avais commencé à fréquenter Élise, une designer UX/UI que j'avais rencontrée lors d'une conférence sur la tech où elle présentait l'interface de sécurité des utilisateurs. Elle était brillante, drôle, et surtout, elle appréciait ma nature attentionnée au lieu de la voir comme un défaut de caractère nécessitant des excuses et des explications constantes. Le contraste avec ma relation avec Chloé était frappant dès le début. Élise valorisait les mêmes qualités que les amis de Chloé l'avaient convaincue d'être problématique. Là où Margot avait qualifié ma préférence pour les conversations profondes de comportement asocial, Élise voyait quelqu'un qui voulait tisser des liens sincères. Elle adorait que je me souvienne des petites choses et que je fasse des projets réfléchis au lieu de considérer ses traits comme contrôlants ou étouffants. Nous nous fréquentions depuis 6 semaines lorsque les tentatives de réconciliation désespérées de Chloé ont commencé sérieusement. Des SMS arrivaient à toute heure, de longs paragraphes expliquant comment elle avait découvert l'étendue complète de la manipulation de Margot et à quel point elle était désolée de ne pas m'avoir cru quand je lui avais montré des preuves documentées de la supercherie. Les messages détaillaient comment le groupe d'amis s'était retourné contre elle après qu'elle les avait confrontés sur leur complicité dans les manigances de Margot. Selon ces textes, elles avaient d'abord essayé de défendre leurs actions, affirmant qu'elles pensaient sincèrement la protéger, mais quand elle avait insisté, elle l'avait complètement ostracisée. Léa lui a dit qu'elle était ingrate de remettre en question des personnes qui avaient seulement essayé de l'aider, tandis que Camille a affirmé qu'elle réécrivait l'histoire pour justifier d'avoir choisi un homme plutôt que ses amis. Quand les messages n'ont pas fonctionné, Chloé est passée aux appels téléphoniques que je laissais aller sur messagerie. Les messages sont devenus de plus en plus frénétiques alors qu'elle détaillait comment Margot avait complètement empoisonné le groupe d'amis contre elle, prétendant que Chloé faisait une sorte de dépression nerveuse et que la découverte des lettres l'avait rendue paranoïaque et délirante. Elles avaient choisi de croire la version de Margot où Chloé était l'instable plutôt que d'admettre qu'elles avaient été manipulées pendant des années. La situation a pris une tournure inquiétante lorsque Chloé s'est pointée au bâtiment de mon entreprise. Ma boîte a une sécurité stricte, donc elle n'a pas pu passer le hall, mais elle a attendu dehors pendant 3 heures jusqu'à ce que je sorte pour déjeuner. Elle avait une mine affreuse,
comme si elle n'avait pas dormi, comme si la découverte de la trahison de Margot avait brisé quelque chose de fondamental dans sa vision du monde. Elle m'a dit qu'elle était désespérée, que je ne répondais pas à ses appels ni à ses messages, qu'elle avait tout perdu quand elle avait découvert la vérité sur sa plus proche amitié. Elle m'a expliqué qu'elle avait perdu 8 ans d'amitié lorsqu'elle les avait confrontés sur leur rôle dans la destruction de ses relations, et que j'étais la seule connexion sincère qu'elle ait jamais eue. Mais je pouvais voir que son désespoir venait de la perte de ses autres options, pas d'un véritable regret concernant ses choix. Quand je lui ai dit que je voyais quelqu'un d'autre, la designer de mon profil LinkedIn, son visage s'est décomposé, mêlant choc et panique. Elle m'a demandé si ce que nous avions construit ensemble ne me manquait pas, mais je lui ai fait remarquer que ce que nous avions construit avait été systématiquement sapé par sa volonté de choisir les opinions manipulées de ses amis plutôt que sa propre expérience de notre relation. L'escalade finale s'est produite lorsque des colis ont commencé à arriver à mon appartement. Des cadeaux coûteux, une sacoche en cuir pour ordinateur que j'avais dit aimer des mois auparavant, des billets pour un concert auquel nous avions prévu d'assister. Et même une photo encadrée de nous lors de jours plus heureux avec des mots me demandant de me souvenir de ce que nous avions construit ensemble. Élise était remarquablement compréhensive face à ce harcèlement, mais je pouvais voir que ça commençait à nous peser à tous les deux. Quand j'ai finalement appelé Chloé pour exiger qu'elle arrête les cadeaux et les apparitions surprises, elle a tenté une dernière tactique de manipulation. Elle a suggéré que je n'étais pas vraiment du genre à pardonner en refusant ses tentatives de réconciliation, essayant de me faire culpabiliser d'avoir posé des limites. Même dans la défaite, elle ne pouvait pas résister à l'envie de me manipuler pour que je me sente mal de me protéger. Après avoir bloqué son numéro et modifié mes horaires de travail pour éviter d'autres apparitions surprises, le harcèlement a enfin cessé. Un mois plus tard, grâce à la copine d'Hugo, Camille, j'ai appris que Chloé avait entièrement quitté Lyon. Les retombées de l'affaire Margot avaient rendu son séjour dans la ville trop difficile. Trop de gens connaissaient l'histoire. Trop de cercles sociaux avaient été contaminés par ce drame. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse sincère. Un soulagement que le harcèlement ait pris fin, mais la tristesse que la vie de quelqu'un ait implosé aussi complètement. Même si elle avait fait de mauvais choix pendant notre relation, je ne prenais aucun plaisir à la voir souffrir. Mais je savais aussi que j'avais pris la bonne décision en refusant de me remettre avec elle. La femme qui avait balayé notre relation sur la base de preuves manipulées n'était pas quelqu'un à qui je pouvais à nouveau confier mon cœur, quelles que soient les circonstances qui avaient influencé ses décisions. Elle avait eu de multiples occasions de choisir la vérité plutôt que la manipulation. Et à chaque fois, elle avait choisi le chemin qui exigeait le moins de courage et d'introspection. Certaines personnes apprennent de leurs erreurs, mais d'autres trouvent juste de nouveaux moyens d'éviter d'en assumer la responsabilité. 6 mois après avoir bloqué le numéro de Chloé, je pensais que ce drame était enfin derrière moi. Élise et moi avions trouvé un rythme de croisière confortable. Des week-ends dans les Alpes, des dîners tranquilles où nous parlions vraiment au lieu de jouer un rôle pour un public, construisant le type de relation que j'avais toujours voulu. Puis nous sommes entrés chez Moxa sur les pentes de la Croix-Rousse pour notre routine du samedi matin. Et tout a de nouveau explosé. Élise était au comptoir pour commander nos boissons pendant que je trouvais une table près de la fenêtre. Le même endroit où Chloé et moi avions l'habitude de passer nos matinées de week-end à travailler sur nos ordinateurs portables. À l'époque où je pensais que nous construisions quelque chose de permanent, je vérifiais mais quand j'ai entendu une voix familière derrière moi et me suis retourné pour trouver Chloé debout à 1 mètre de moi. On aurait dit qu'elle avait perdu 10 kilos et vieilli de 5 ans. Ses cheveux étaient plus courts, plus foncés, et elle avait ce regard creux de quelqu'un qui a traversé l'enfer et n'en est pas tout à fait ressorti. Elle n'arrivait pas à croire que j'étais là, mentionnant comment c'était notre endroit où nous nous asseyions pour planifier nos semaines ensemble. Je pouvais voir d'autres clients commencer à faire attention alors que sa voix devenait plus forte. Ce qui a suivi fut une confrontation publique douloureuse au cours de laquelle Chloé a proclamé haut et fort qu'elle avait tout compris à propos de Margot, de la manipulation, de la façon dont elle avait été programmée pour détruire notre relation. Mais plus que ça, elle insistait sur le fait que j'étais le seul homme qu'il avait jamais vraiment aimé pour ce qu'elle était, pointant directement Élise du doigt et déclarant qu'elle n'était qu'une relation de transition, un lot de consolation parce que je ne pouvais pas la voir, elle. L'audace de la scène m'a coupé le souffle. Après des mois de harcèlement, après avoir choisi ses amies manipulatrices plutôt que notre relation, elle revendiquait la propriété de mes émotions et rejetait ma relation actuelle comme étant dénuée de sens. Lorsqu'Élise s'est approchée avec nos tasses de café et s'est poliment présentée, Chloé a clairement fait comprendre qu'elle se considérait comme plus importante en raison de notre histoire et de notre connexion.
Chloé a insisté sur le fait que ce que nous avions eu était plus profond que tout ce que je pouvais construire avec quelqu'un que je connaissais à peine. Se positionnant comme le véritable amour et Élise comme une remplaçante temporaire. Elle suggérait que je me contentais de quelqu'un de rassurant et pratique au lieu de me battre pour ce que nous pourrions reconstruire ensemble, utilisant la manipulation psychologique pour saper à la fois mes sentiments pour Élise et la confiance d'Élise dans notre relation. Le café est devenu silencieux autour de nous à mesure que le désespoir de Chloé devenait plus évident. Même le barista a arrêté de moudre les grains lorsqu'elle a exigé que je dise à Élise que ce que nous avions eu était plus profond que tout ce que je pourrais construire avec une fille que je connaissais à peine. D'autres clients nous regardaient ouvertement maintenant, certains filmant avec leur téléphone, réalisant que cette confrontation était sur le point de devenir un contenu pour les réseaux sociaux. Élise s'est comportée avec un sang-froid remarquable, expliquant calmement qu'Antoine et moi étions très heureux ensemble et que nous construisions quelque chose de réel depuis des mois. Quand Chloé a suggéré que c'était basé sur des émotions de rebond et sur la peur plutôt que sur la passion, Élise a fait remarquer qu'Antoine l'avait choisi parce qu'ils étaient compatibles, partageaient des valeurs, et parce qu'elle soutenait qui il était au lieu d'essayer de le changer. La vérité des mots d'Élise a fait mouche, et j'ai pu voir l'expression de Chloé passer de la colère à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Quand elle m'a attrapé le bras, suppliant d'avoir juste 5 minutes en tête-à-tête pour expliquer tout ce qu'elle avait appris, j'ai doucement retiré sa main et lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à expliquer. J'avais tourné la page avec quelqu'un qui valorisait les mêmes choses que moi. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, le dernier cri de désespoir de Chloé a révélé tout ce qui clochait dans son approche. Elle a crié que je le regretterais, que je réaliserais ce que j'avais perdu et qu'il serait trop tard. Même à cet instant, elle était concentrée sur la compétition et la comparaison au lieu d'une véritable compréhension de la raison pour laquelle notre relation avait échoué. Plus tard ce jour-là, Hugo m'a envoyé par message un lien vers une vidéo TikTok de la crise de Chloé enregistrée par quelqu'un et postée avec une légende sur les ex qui n'acceptent pas que vous ayez tourné la page. Les commentaires étaient brutaux. Des centaines de personnes la traitaient de désespérée, de folle, de gênante. Mais le pire a été de voir un commentaire de Margot se moquant de la crise de Chloé et affirmant qu'elle avait prédit que cela arriverait un jour. Même après tout ce qu'elle avait fait pour saboter les relations de Chloé, Margot humiliait encore publiquement son ancienne amie, et le groupe d'amis qui avait cautionné des années de manipulation participait maintenant aux moqueries envers la personne qu'elles avaient aidé à détruire. La manipulation avait bouclé la boucle. Les personnes même qui avaient convaincu Chloé d'abandonner un amour sincère l'abandonnaient maintenant dans son moment de vulnérabilité totale. Ce soir-là, mon téléphone a vibré pour un SMS d'un numéro inconnu, clairement de Chloé utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Elle s'excusait pour la scène à laquelle j'avais assisté et affirmait qu'elle allait se faire aider et ne me contacterait plus. Une partie de moi espérait qu'elle disait la vérité sur le fait de chercher de l'aide, mais une plus grande partie de moi était juste soulagée que notre histoire puisse enfin être terminée. 1 an plus tard, je me tenais sur un belvédère surplombant le lac d'Annecy, tenant une bague de fiançailles et planifiant la conversation la plus importante de ma vie. Élise photographiait le lever du soleil, ignorant totalement que je gardais la bague sur moi depuis 3 jours, attendant le moment parfait. Nous avions fait la route pour un week-end de camping, ce qui était devenu notre moyen préféré de nous déconnecter de la ville et de nous reconnecter l'un à l'autre. Lorsqu'elle s'est retournée et m'a vu un genou à terre, son visage est passé par toutes les émotions possibles en l'espace d'environ 3 secondes. Joie, surprise, larmes, rire, et enfin un bonheur pur lorsqu'elle a dit oui sans hésitation. La bague lui allait parfaitement, et nous avons passé l'heure suivante à parler de notre avenir tout en regardant le soleil illuminer les sommets montagneux autour de nous. Pas de drame, pas de pression extérieure, pas d'amis pour lui dire qu'elle faisait le mauvais choix. Élise a adoré la façon dont je l'avais demandé en mariage. Pas de public, pas de performance, juste nous dans un endroit qui comptait pour nous deux. Je lui ai dit que j'avais appris quelque chose de ma dernière relation sur la différence entre les moments authentiques et les moments pour les réseaux sociaux. Nous sommes rentrés à Lyon fiancés, prévoyant une petite cérémonie pour le printemps suivant avec seulement la famille immédiate et nos meilleurs amis, des personnes qui avaient soutenu notre relation depuis le début. 3 mois après nos fiançailles, j'ai eu des nouvelles inattendues de Chloé par le biais du bouche-à-oreille habituel. Camille, la copine d'Hugo, avait entendu dire par son réseau de pilates que Chloé avait déménagé à Nantes, commencé une thérapie et reconstruisait lentement sa vie loin des dynamiques sociales toxiques qui avaient défini sa vingtaine. Elle avait apparemment coupé tout contact avec ce groupe d'amis, et était repartie de zéro avec un nouveau travail et un nouvel appartement. 2 semaines avant notre mariage, j'ai reçu un message sur LinkedIn qui m'a d'abord noué l'estomac, mais qui, en réalité, démontrait une véritable maturité.
Chloé avait appris mes fiançailles par des connaissances communes et voulait m'envoyer ses félicitations tout en s'excusant une dernière fois pour la façon dont elle avait géré tout ce qui s'était passé entre nous. Elle expliquait qu'elle était en thérapie depuis 8 mois, travaillant pour comprendre pourquoi elle avait choisi la manipulation et la validation externe plutôt que l'amour sincère. Le message n'était ni manipulateur ni exigeant comme ses précédentes communications. Elle assumait l'entière responsabilité d'avoir perdu la meilleure relation qu'elle ait jamais eue parce qu'elle manquait trop de confiance en elle pour se fier à son propre jugement plutôt qu'à l'opinion des autres. Elle ne cherchait pas de réconciliation ni rien qui puisse interférer avec mon bonheur. Elle voulait juste que je sache qu'elle avait appris à reconnaître ce qu'elle avait eu et espérait qu'Élise appréciait l'homme réfléchi et attentionné qu'elle allait épouser. J'ai montré le message à Élise, qui l'a lu avec intérêt plutôt qu'avec inquiétude, notant que cela ressemblait en fait à une véritable évolution. Quand elle m'a demandé si je voulais répondre, j'y ai longuement réfléchi. La femme qui avait écrit ce message semblait être quelqu'un qui avait fait un vrai travail sur elle-même, mais c'était aussi quelqu'un qui avait eu la chance de choisir de grandir pendant notre relation et qui avait fait un choix différent. J'ai décidé de ne pas répondre, estimant que certains chapitres sont censés rester clos. Élise a convenu que c'était sage. Je pouvais apprécier l'évolution de Chloé sans rouvrir la communication. Le jour de notre mariage a été tout ce que j'avais espéré. Petit, intime, chargé de sens. Élise était magnifique dans une robe simple qu'elle avait choisie parce qu'elle l'aimait, et non parce qu'elle rendrait bien en photo pour les réseaux sociaux. Pendant notre première danse, Élise m'a remercié de l'avoir attendue, et je lui ai répondu « Merci de valoir la peine d'attendre ». 6 mois après notre mariage, nous avons acheté une maison à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or avec une vue dégagée et de la place pour les bureaux à domicile dont nous avions tous les deux besoin. Nous avons adopté un chien dans un refuge nommé Charlie, qui souffrait de problèmes d'anxiété, mais qui a très bien réagi à notre patience et à notre régularité. Le chapitre final s'est écrit 1 an et demi après notre mariage lorsqu'Hugo a mentionné que Camille était tombée sur Chloé dans un café à Nantes où elle était avec un homme qui semblait sincèrement gentil et attentionné. Camille a dit qu'elle avait l'air en très bonne santé, comme si elle avait trouvé une certaine paix et que le gars la traitait comme si elle comptait d'une manière tout à fait normale, pas comme si elle était un prix qu'il avait gagné. Quand Chloé a appris de mes nouvelles, demandant juste comment j'allais et si j'avais l'air heureux, Camille a mentionné que j'étais marié et que j'avais acheté une maison. Chloé a souri et a dit qu'elle était heureuse que j'ai trouvé ce que je cherchais. Cette réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur son évolution. Elle avait enfin appris à valoriser le bonheur sincère plutôt que la possession et la compétition. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver à quelqu'un qu'il a tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on a raison en construisant la vie qu'on a toujours su mériter. Chloé m'avait appris à reconnaître la manipulation. Mais Élise m'avait appris à reconnaître le véritable amour. Les qualités qui me rendaient ennuyeux aux yeux du groupe d'amis de Chloé étaient exactement ce qui permettait à Élise de se sentir en sécurité et chérie. Au bout du compte, c'est ce qui a fait toute la différence.